Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes le 31 mars 2018. Nous arrivons au 84e SITREP. La situation sur le terrain ne s'améliore pas franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semblerait que les autorités ukrainiennes aient décidé de tout faire pour gâcher les fêtes de Pâques dans le Donbass et plus encore. Oui, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 43 reprises. Donc là, on est entre 3 et 4 fois le score de la semaine dernière, durant lesquelles les soldats ukrainiens ont tiré 237 obus d'artillerie de 122 mm, d'obus de chars d'assaut et d'obus de mortier de 120 et 82 mm, donc 3 fois le score de la semaine dernière. Donc là, on est de nouveau vers une aggravation. J'avais bien dit que je sentais pas venir l'amélioration. J'en ai marre d'avoir raison. Ouais, hélas, oui. Il faut y rajouter 19 violations qui ont eu lieu durant les dernières 24 heures, et ce malgré la trêve de Pâques qui est entrée en vigueur depuis hier à minuit 01 et qui n'aura duré que 9h30. Voilà. Donc elle a duré encore moins que la trêve précédente et encore moins bien, puisque la trêve précédente, même si elle avait été violée le jour et puis surtout les jours d'après, ça avait été relativement calme. Voilà, dès le premier jour, 19 violations, c'est-à-dire encore plus que les jours précédents. On était à 12 puis 13 violations durant les 48 heures précédentes, précédant l'entrée donc en vigueur de cette nouvelle trêve. Donc juste après l'entrée de la trêve, 19. Ouais. Ah mais ils y vont pas de main morte, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est plutôt calme. Peut-être le deuxième jour post-trêve sera respecté, mais c'est pas garanti. Pas garanti du tout. En tout cas, les tirs qui ont eu lieu durant la semaine ont touché 10 localités de la République. Et suite à ces bombardements, 7 habitations ont été endommagées ou détruites à Sakhanka, Zaïtsevo, Gorlovka, Kominternovo, Shirokaya Balka et Dokuchaïevsk. Et le cimetière de Zaïtsevo a été sérieusement endommagé, donc ils ont même tiré sur le cimetière. Oh les neuneux. Pas besoin de demander le taux d'alcoolémie des types qui étaient en train de tirer. Hein. Le bilan humain est lui aussi assez mauvais, puisqu'on a eu 2 morts cette semaine, une civile, donc une femme d'une 60aine d'années, et un soldat de la RPD, et 2 soldats ont aussi été blessés. Eh ben. Pas top, hein. Non, c'est vraiment... Et on reste dans la tendance de la semaine dernière en ce qui concerne tout ce qui est accumulation d'armes lourdes, puisque ça se poursuit malheureusement. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté ainsi 164 pièces d'armement lourd près de la ligne de front. Encore une trentaine, et puis là on va encore bien faire un record, hein, minimum. C'est ça. Donc, entre autres, 11 obusiers automoteurs AK-4 de 152 mm, 23 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 7 lance-roquettes multiples Grad de 122 mm, 20 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 2 systèmes de missiles anti-aériens OSA, 55 chars d'assaut T-64 et T-72 et 46 véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées et auto-mitrailleuses. C'est pour le jardinage à l'ukrainienne. Hein. Voilà, tout à fait, c'est la période des labours, hein, la neige ayant fondu. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu inquiétant, justement, cette recrudescence. Au moment où on a donc ce gros redout, la neige a fondu, la glace avec quasiment un petit peu partout. L'eau a été déjà en bonne partie absorbée par la terre. Ah oui, oui. Donc là, ça commence à devenir un peu dangereux, quoi. Hein. Là, on commence à rentrer dans une période où c'est des possibilités d'offensive. D'ailleurs, dans la nuit du 28 au 29 mars, des soldats de la 30e brigade des forces armées ukrainiennes ont tenté une incursion sur le territoire de la RPD près de Luganskoye. Mais bon, comme d'habitude, hein, ils ont marché sur des mines. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc ils ont eu un bilan de 2 morts et 3 blessés. Le groupe subversif a dû battre en retraite. Ils ont laissé l'un des leurs en plein champ de mine. Le corps a été récupéré par les soldats de la RPD le jour d'après. Suite à ce fiasco, une commission du quartier général est arrivée sur place pour évaluer ce désastre et qui en est responsable. Donc il semble que ça vient du commandant en chef de l'OAT, qui est en train d'être évincé de son poste, puisque maintenant
il y a le nouveau commandant en chef de l'opération interarmée, comme ils appellent ça. Oui, en remplacement. En remplacement, voilà, de l'opération antiterroriste. Donc, le commandant de l'OAT voulait tenter quelque chose au moment où l'autorité de l'opération dans le Donbass est en train de lui être enlevée. Hein. Je sais pas, il voulait s'illustrer une dernière fois. Il avait ordonné à ses troupes de prendre des positions de l'RPD près de Donetsk et de Mariupol avant la nouvelle trêve pour pouvoir ensuite les garder grâce à ce nouvel armistice. Mais seule la 30e brigade s'est lancée dans ce délire suicidaire, hein, parce que Luganskoye est juste au sud de Donetsk, sud-sud-ouest. La 36e brigade de marine, qui était aussi censée y participer, donc plutôt vers Mariupol, a monté en fait un véritable reportage fake avec des journalistes de la chaîne 2x2 pour faire croire à une aggravation de la situation, les empêchant de mener à bien cette mission. Hein. Il semble que le commandant de la 30e brigade soit moins con que celui de la 36e, et il a bien compris que donc le commandant de l'OAT, qui s'appelle M. Zabrodsky, va bientôt partir, et qu'en cas d'échec, c'est sur sa tête que la faute allait retomber. Donc n'ayant pas envie de subir le même sort que le commandant de la 54e brigade, hein, dont on avait parlé la semaine dernière, la question siège éjectable suite au fiasco en réalité de GLaDOS. Le commandant de la 36e a filmé lui-même la vidéo fake qui a sauvé non seulement la vie de ses hommes, mais aussi sa place de commandant. Et la suite de l'histoire en lui montre qu'il a eu raison, puisque pour ne pas être blâmé, Zabrodsky prétend que le commandant de la 30e brigade a agi de son propre chef, et c'est bien ce dernier qui risque de sauter suite à cette gabegie à l'ukrainienne. Voilà. Eh bien. Oui, non mais bon. C'est l'armée ukrainienne, hein, je veux dire, voilà, c'est tout. Ça devrait résumer toutes ces choses-là. Hein. Voilà, les officiers qui assument jamais leurs conneries, enfin, c'est magnifique. Concernant le fait que cette nouvelle trêve n'ait pas mené à une diminution, mais au contraire à une augmentation des bombardements, bien sûr, ça nous fait craindre à beaucoup que la situation ne continue d'empirer. Une crainte qui a été exprimée avant-hier par Edouard Bassourine, hein, donc je rappelle qu'il est commandant second du commandement opérationnel de l'armée de l'RPD, qui a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles le commandement ukrainien a ordonné à ses unités d'augmenter encore les bombardements contre les positions de l'armée de l'RPD pendant la nouvelle trêve. Oh bah, bravo. Donc ça a l'air d'être confirmé, hein, de ce qu'on peut en voir. Des craintes qui ont aussi été exprimées par Alexandre Zakharchenko lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, elle aussi avant-hier, à la question d'un journaliste qui demandait s'ils avaient bon espoir que la nouvelle trêve allait marcher. Le chef de l'État n'a pas franchement été optimiste. Il a dit, je cite, « L'espoir est toujours le dernier à mourir. Cependant, la situation actuelle sur la ligne de front est en train de le tuer. » Hier, littéralement, il y a eu la plus forte escalade dans le sud. Des bombardements de nos positions et de nos localités ont été enregistrés. L'Ukraine est dans une certaine hystérie. En même temps, j'espère que la trêve sera toujours respectée puisque Pâques est un jour saint et que dans les tranchées ukrainiennes, après tout, il y a les mêmes orthodoxes que nous, sous-entendu. Le respect de cette trêve signifie le respect de la foi et des croyants. Bon, j'y crois pas trop parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de bataillons néo-nazis qui, eux, sont plutôt des bataillons néo-nazis païens et donc pas qu'ils en ont rien à... Oui, oui. C'est même pour eux une occasion de s'illustrer encore une fois voilà. Dans leur façon dégueulasse de concevoir les choses. Hein. Voilà. Un autre journaliste lui a demandé à quoi était liée cette nouvelle escalade de la part de Kiev. Pour Alexandre Zakharchenko, c'est lié à la situation en Ukraine, entre autres à l'affaire Savchenko et Rouban, le début de la campagne électorale. Pour lui, Poroshenko doit détourner l'attention du peuple ukrainien autant que possible des situations désastreuses du pays, et il n'y a pas mieux que le déclenchement d'hostilités actives dans le Donbass pour distraire le peuple ukrainien. Pour lui, le changement aussi de structure du commandement militaire, hein, donc ce passage de l'opération antiterroriste vers cette opération interarmée est aussi en train de provoquer une lutte entre les services secrets et les forces armées ukrainiennes, puisque je rappelle que l'opération antiterroriste était sous commandement du SBU, l'opération interarmée est sous commandement d'un commandant qui vient de l'armée ukrainienne. Donc les deux s'accusent maintenant mutuellement d'échecs des accords et des trêves. Hein, donc il y a une guerre entre le SBU et les forces armées ukrainiennes. Et le troisième point qu'il a soulevé, c'est les dissensions aussi qui existent toujours entre l'armée ukrainienne et les bataillons
néo-nazi. Il a dit, je cite, « N'importe qui peut tirer où il veut et quand il veut. C'est ce qui est le plus effrayant car une guerre majeure peut éclater à tout moment à cause d'un bombardement mineur. » Donc ça, c'est un peu inquiétant quand le chef de l'État en vient à des conclusions comme celle-là. Oui, parce que ça veut dire que déjà, d'une part, son niveau d'exaspération doit être très élevé. Et qu'à un moment donné, je veux dire, compte tenu du fait que la loi de réintégration du Donbass a été promulguée, donc signée par Poroshenko et donc totalement active, c'est évident qu'à un moment donné, il y a une goutte d'eau, une petite goutte d'eau qui suffira. Qui va faire déborder le vase, ça c'est clair. Voilà. Bon, le seul espoir qu'on a pour le moment réside dans le fait que l'armée ukrainienne est dans un piteux état. Manquant cruellement de soldats, l'armée refuse de renvoyer, comme elle le devrait normalement, les alcooliques et les drogués, et compte enrôler 15 000 jeunes en avril-mai via la conscription forcée pour essayer de re-remplir ces unités. Ils sont un peu mal barrés, parce que vu les derniers résultats de recherche sociologique menés par les commissariats militaires et les bureaux d'enrôlement, cette année, il y a 35% de personnes en moins qui souhaitent s'engager dans les forces armées qu'en 2017, et en 2017, il y en avait déjà 27% de moins qu'en 2016. Bah oui, ils sont pas fous hein, quand même. Ils savent très bien que ils vont être envoyés sur le front comme chair à canon, donc... Donc, et la situation est tout aussi catastrophique concernant les officiers. Beaucoup de sergents sont promus lieutenants sur simple expérience du combat, enfin, sans même avoir passé les tests et les formations nécessaires, ou certains sont rappelés de la réserve, hein, donc ceux qui ont déjà servi, pour remplacer ceux qui manquent. Les bataillons ultranationalistes et les néo-nazis sont aussi massivement utilisés pour boucher les trous restants, donc ce qui explique très certainement la hausse des bombardements récents. Ah oui, c'est très clair. À mon avis, il y a dû avoir du remplissage à coup de secteur droit, corps national, Azov, tout ça. Et il n'y a pas que les soldats qui sont manquants à l'appel. J'avais hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, tellement c'est comique. Puis je me suis dit non, on va le mettre dans la partie sérieuse quand même. Il y a une info qui est tombée alors, dans les médias ukrainiens. C'est ça le plus dingue, ils ont publié ça, donc c'est la chaîne 112 qui a publié ça sur son site. Ils ont retrouvé 200 pièces d'équipement militaire volées. Ils les ont retrouvées à Jitomir, après qu'elles aient été mises en vente sur Internet. Donc les mecs vendaient, on va montrer des petites photos au fur et à mesure, vous allez voir, ils vendaient de tout. Donc non seulement des camions, des Oural, des gaz, des petits fourgons, mais aussi des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de transport de troupes blindées, donc des BMP, des BTR, non je vous mens pas. Donc ils vendaient ça, je sais pas, sur eBay ou sur le Bon Coin ukrainien, enfin tu vois le truc, genre BTR à vendre, bon état, un peu servi dans le Donbass, enfin je sais pas, enfin tu vois, tu imagines le truc, pour ça que j'avais envie de le mettre pendant ce temps-là à Kiev, ça m'a un peu démangé. Oui, parce que je vois pas très bien qui peut acheter ce genre de truc. Hein. Il semble qu'il y ait une demande, 200 pièces, c'est pas du petit stock quand même, c'était pas tout stocké au même endroit, les trucs étaient stockés dans différents endroits. Les enquêteurs sont tombés sur ces pièces d'équipement en fait au cours d'une enquête sur autre chose, sur des dommages causés à un oléoduc qui passait dans le coin. Et donc, ils ont découvert les pièces, et puis en remontant le fil, ils ont découvert les autres zones de stockage. En 2 semaines, ils ont monté un certain nombre de perquisitions dans le district de Novograd-Volynsky. Et donc, environ 200 objets qui étaient prêts à être vendus ont été saisis. Parmi eux, il y avait, donc comme je disais, des véhicules de transport de troupes blindées. Enfin, effectivement, je sais pas qui peut acheter ça, mais il semble qu'il y ait des acheteurs. Des véhicules de combat d'infanterie, des Oural, des îles, des gaz, des fourgons, des remorques, des camions citernes, des plateformes, des tracteurs avec des treuils et autres équipements, y compris pour le transport de personnel par terre et par mer, ainsi ou par eau, en tout cas par zone navigable, ainsi qu'un nombre important de pièces de rechange pour ces derniers, batteries, pneus, pièces détachées. Voilà. Donc maintenant, ils sont en train de chercher l'origine de l'équipement qui a été retrouvé.
Ils vont essayer de voir s'ils ont été rayés des stocks des unités ou s'ils sont comptés comme étant toujours là. Ils ont donc découvert qu'une annonce avait été faite sur Internet pour vendre l'équipement susmentionné. Donc je dis, il y avait une annonce, je sais pas, sur le boncoin.com à vendre. Eh bien. C'est un peu hallucinant. Bien sûr, tout l'ensemble du matériel a été saisi, donc la police mène l'enquête pour comprendre d'où viennent ces armes et démanteler tout le réseau de voleurs. Enfin, quand on dit qu'il y a du trafic d'armes dans l'armée ukrainienne, c'est pas une blague. Je veux dire, la source, on la mettra, c'est la chaîne 112, c'est une chaîne ukrainienne qui te dit qu'ils ont trouvé 200 pièces. Et là, c'est pas des kalachnikovs, c'est des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de transport de troupes blindées, des camions de transport d'hommes, des camions citernes, enfin des choses, enfin c'est hallucinant. Enfin, comment ça a réussi à sortir des unités ukrainiennes sans une corruption galopante? Je veux dire, ça montre bien que quand je dis qu'il y a des vols, des trafics et des reventes d'armes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, ça en fait partie. Donc, s'il y en a qui cherchent comment la RPD et les RPL ont pu se fournir dans une grande quantité d'armes et d'équipements, cherchez pas. Je veux dire, là, c'était mis en vente sur Internet. Il y en a d'autres qui ont très certainement été vendus aux deux républiques à une époque. Enfin, maintenant l'avantage, c'est que ça désorganise l'armée ukrainienne, ce qui la rend moins efficace dans ses agressions militaires sur le front, par le fait. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça vous montre bien que quand les autorités de RPD, entre autres Édouard Bassourine, parlent régulièrement de trafic monstrueux d'armement et d'équipements militaires au sein de l'armée ukrainienne, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la propagande. Même les médias ukrainiens sont obligés de reconnaître quand c'est des gros trafics comme ça, mais il y en a plein d'autres qui sont à des échelles beaucoup plus petites et qui ne sont pas révélés. Bien sûr. Alors, si on regarde maintenant la situation en RPD, en RPL et entre autres du point de vue économique, on va essayer de donner un petit peu des bonnes nouvelles parce qu'il y en a marre des mauvaises nouvelles. Les ministères de l'Industrie et du Commerce des Républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont signé le 29 mars un protocole sur la coopération dans le domaine de l'industrie, du commerce et de la réglementation technique. La signature a eu lieu à Donetsk. Donc ils ont signé tout ça pour établir une coopération étroite et une réciprocité entre les entreprises. Le ministre par intérim de l'industrie et du commerce de la RPD, Alexei Granovski, a estimé que cela entraînera une augmentation du chiffre d'affaires et dynamisera l'économie des deux républiques. Il a aussi rappelé que dans un proche avenir, une feuille de route pour l'interaction entre les entreprises industrielles de la RPD et de la RPL serait présentée. Du côté de la RPL, le document a été signé par le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce de la RPL, Dmitry Bojic. Il a dit, je cite, « Nous espérons que la coopération dans le domaine de l'ingénierie, des transports et de la métallurgie sera plus étroite. Nos entreprises fournissent déjà des produits à la République populaire de Donetsk », a rappelé le ministre, ce qui est effectivement le cas. Il y a déjà un certain nombre d'usines qui fonctionnent à Lugansk, donc ils ont entre autres une usine de munitions, on se fournit chez eux, une usine de vodka, ils ont des industries laitières assez importantes, ils font beaucoup de produits laitiers, des choses comme ça, métallurgiques aussi bien entendu. Donc là on va encore augmenter la coopération entre les deux républiques, donc c'est dans la droite ligne de la signature de ce document d'espace douanier unique entre les deux républiques. D'accord. Et l'intégration avec la Fédération de Russie se poursuit, puisque le comité d'intégration Russie-Donbass prévoit en 2018 d'élargir la composition géographique et régionale des participants. C'est ce qu'a déclaré Andrei Kozenko, je rappelle, qui est député à la Douma et coordinateur du comité d'intégration. Donc, parmi les plans pour 2018 figure l'extension de la géographie du comité d'intégration et la composition régionale de ses participants, et aussi la participation des citoyens des régions qui ont déjà établi des liens d'intégration avec le Donbass. Donc, il y a actuellement un certain nombre de régions en Russie qui ont déjà établi des liens étroits avec les RPD et les RPL. Le but, c'est d'étendre le nombre de régions qui participent à ce programme. Donc, on a actuellement les républiques de Chuvashia, le Daghestan, la Tchétchénie, Kalmykia, Komi, Mariel, Volgograd, Pskov, les régions de Penza, le territoire de Perm et le district autonome de Khanty-Mansiysk et d'autres.
Il est également prévu d'organiser un congrès des régions jumelées au sein du comité Russie-Donbass, parce qu'il y a des jumelages qui sont en train d'être établis entre des villes ou des districts de la RPD, de la RPL et des villes et districts de la Fédération de Russie. Ils veulent aussi créer un mouvement patriotique des enfants en RPD et en RPL. Et ils ont l'intention de mettre en œuvre des projets humanitaires assez marquants, de grande envergure, dont le Festival international du film d'art et du documentaire consacré exclusivement aux événements du Donbass. Le 17 mars a marqué d'ailleurs l'anniversaire de la création du comité d'intégration Russie-Donbass, donc qui avait été créé le 17 mars 2017 lors d'une réunion en Crimée, je le rappelle. D'accord. Alors si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, là c'est pas la même, puisque non, ça n'a rien à voir. L'économie ukrainienne se trouve dans une situation catastrophique après 4 ans d'euro-réforme. C'est ce qu'a déclaré le chef du mouvement public choix ukrainien, ce cher Viktor Medvedchuk, dont on avait déjà parlé, que j'aimerais bien faire taire. Pourquoi ? Parce qu'il dit 2-3 petites vérités. Il a donné des chiffres. Il a rappelé que fin 2013, la dette de l'Ukraine étatique et celle garantie par l'État représentait 40% du PIB et que fin 2017, elle a plus que doublé, dépassant 80% du PIB. Qu'en 2013, le PIB par habitant de l'Ukraine était supérieur à 4 075 $ et que dès 2016, il était plus que de 2 221 $. Que le salaire mensuel moyen en 2017 s'élevait à 267 $ dans l'ensemble du pays, alors qu'en 2013, il dépassait les 408 $, et que la pension dite modernisée par le gouvernement, rehaussée en 2017 par le gouvernement ukrainien, est quand même toujours 2,3 fois moins élevée qu'avant les réformes les euro-réformes. Parce qu'aujourd'hui, elle est d'à peine un peu plus de 48 $, alors qu'en 2013, c'était quand même presque 112. Il a également noté que les données de nombreux classements internationaux témoignent de la situation catastrophique du pays. En particulier, l'Ukraine a pris la 7e place dans le classement des pays les plus défavorisés, donc un classement établi par Bloomberg. Dans le classement des pays prospères, donc de l'Institut Legatum, l'Ukraine se situe à la 112e place, alors qu'en 2013, elle était à la 64e position. Oh oui, mais c'est une avancée extraordinaire, le fait qu'il soit rapproché de l'Union européenne, c'est manifeste. C'est magnifique quand même. Bon, si ça... Dans l'évaluation, les meilleurs pays pour une retraite confortable, l'Ukraine est dans les 10 derniers, à la 72e place. Et dans l'évaluation, donc le classement de la liberté économique faite par la Fondation du patrimoine, l'Ukraine, au sein des pays européens, est à la 44e place. Non, mais ça donne envie. Ça donne envie de foutre le camp du pays. Foutre le camp, c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Donc je vais citer ce cher Medvedchuk. Il a dit « Les autorités ont promis de réduire les impôts, de protéger les droits de propriété, de créer les conditions pour le développement des entreprises, d'améliorer le climat d'investissement dans le pays, de vaincre la corruption. Mais au lieu de la Mecque de l'investissement, l'Ukraine est devenue un pays que les capitaux étrangers contournent comme rien d'autre. Dans l'Ukraine euro-intégrée, il n'y avait pas une seule sphère de l'économie, pas une seule branche qui n'aurait pas souffert des réformes menées par le gouvernement. Pour des millions d'Ukrainiens, le prétendu choix civilisationnel s'est transformé en chômage, en pauvreté désespérée et en manque de foi en l'avenir. Ça, c'est ce qu'a déclaré donc Medvedchuk sur son blog. Il va avoir de plus gros ennuis encore que ce qu'il avait déjà, je crois. Ouais. Là, je crois j'espère qu'il a de bons gardes du corps, Medvedchuk, parce que... Ou alors une option pour fuir en Russie. Ou... parce que là, c'est, à mon avis, il va lui arriver des bricoles. C'est téméraire, quand même, parce que là, ça va à l'encontre de la propagande. Il dit clairement... Mais il n'est pas le seul, j'en parlais après. Autre gros point problématique, c'est les dysfonctionnements qui deviennent de plus en plus systématiques dans les centrales nucléaires ukrainiennes. En 2017, il y a eu 17 incidents contre 12 l'année précédente. C'est ce qui a été rapporté vendredi donc pour l'inspectorat d'État pour la réglementation nucléaire du pays, qui a souligné qu'il s'agissait du plus grand nombre d'incidents au cours des 7 dernières années. Bon, en même temps, ils ont relativisé en disant que aucune de ces infractions, ni même celle enregistrée au cours de la période allant de 2008 à 2017, n'avait exposé le personnel
ou provoquer des rejets de substances radioactives dans l'environnement au-delà des valeurs réglementaires. Enfin bon, quand même. Je rappelle qu'en Ukraine, 4 centrales nucléaires continuent de tourner. Elles ont une capacité totale de 1835 mégawatts. Il s'agit de celle de Zaporozhye, celle de Rivne, celle d'Ukraine du Sud et celle de Khmelnytsky. Donc ouais, ils sont vraiment... Enfin, T'en as oublié une. Bon, donc, Zaporozhye, Rivne, Ukraine du Sud et Khmelnytsky. Oui, et Tchernobyl. Et Tchernobyl est à l'arrêt. Oui, non, mais c'était la boutade. Voilà, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même un risque de se taper un autre Tchernobyl made in Ukraine. Et ça, c'est quand même très mauvais. Hein. Alors, déjà que l'économie ukrainienne s'effondre, mais alors si leur centrale nucléaire avec, alors là, on est dans la merde. Je crois pas qu'ils trouveraient 15 000, je crois, ou 18 000 citoyens soviétiques pour aller éteindre l'incendie nucléaire, comme ça a été le cas à Tchernobyl en 86. Hein. Oui, là, ils vont avoir du mal à trouver des liquidateurs. Oui. Pour confirmer ce que dit ce cher Viktor Medvedchuk, je vais faire appel à ni plus ni moins que l'ambassadrice française à Kiev, qui s'est elle-même plainte de la corruption dans le pays. Donc, contrairement à ce cher Poroshenko, qui assurait il y a encore quelques semaines en arrière à la presse allemande que son pays avait fait plus ces 3 dernières années qu'en 25 ans pour la lutte contre la corruption, il semble que les milieux d'affaires français ne voient pas vraiment la situation sous le même angle. C'est en tout cas ce qu'a dit l'ambassadrice française en Ukraine, donc Isabelle Dumont. Elle a dit ça lors d'une entrevue à la chaîne ukrainienne 1+1. Selon elle, les entreprises françaises font quotidiennement face à la corruption, aux tentatives de prise de contrôle hostiles. Elle ajoute que les autorités ukrainiennes sont informées de ces faits, mais que parfois les juges prennent même parti en faveur de ceux qui entreprennent ces raids, ce qui sape évidemment la confiance des investisseurs étrangers envers le pays. Voilà. Donc, Oui. Alors, ça a 2 aspects, cette déclaration-là. C'est qu'effectivement, ça révèle cette corruption. Et on peut pas et puis là, on ne peut pas accuser l'ambassadrice française d'être pro-Kremlin, pro-russe, c'est ou clair. je sais pas quoi. Hein. C'est clair. Enfin, c'est quand même la première fois qu'on l'entend gueuler, alors que la France est quand même garante de l'application des accords de Minsk, qui viennent de mourir avec la loi de réintégration du Donbass. Et là, il n'y avait personne là, pour dénoncer les crimes de Kiev contre le Donbass. Et là, je pense pour quelle gueule, c'est qu'il y a vraiment dû avoir des gros problèmes. Je pense que, vraiment, mais c'est le plus dingue, c'est que nous, on dit ça. Enfin, moi, ça fait 2 ans que j'explique quelle est la situation en Ukraine et qu'on me dit que c'est pas vrai et que je suis un troll du Kremlin et machin, patin couffin. Mais voilà, là, l'ambassadrice française dit la même chose que moi, à savoir que la situation s'est pas du tout améliorée en Ukraine. Que l'ambiance pour les investisseurs est délétère et que ça leur donne envie que d'une chose, c'est de s'enfuir en courant. Bah oui. Bon, en même temps, elle n'est pas la seule. Hein, L'ONU aussi donc a sorti son rapport sur l'état des droits de l'homme en Ukraine. Un rapport qui montre que la tendance à l'enlèvement de personnes par les forces de l'ordre a augmenté en Ukraine durant les 6 derniers mois. Donc le rapport couvre la période allant du 16 novembre 2017 au 15 février 2018. Les victimes donc qui sont décrites dans ce rapport ont déclaré qu'elles avaient eu donc les yeux bandés ou la tête recouverte, qu'elles étaient menottées et emmenées dans des endroits inconnus du type bâtiments désaffectés, sous-sol, garage, où elles ont été battues, menacées de viol, subi des simulacres d'exécution ou violées pour de bon, pour les forcer à avouer une coopération avec le FSB ou les séparatistes, c'est-à-dire nous. Il y a eu aussi des cas de torture avec des chocs électriques, des cas d'étranglement avec masque à gaz, des tortures avec comment on appelle ça, des clés, donc les articulations ont été tordues. Ça pouvait durer de quelques heures jusqu'à plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça ressemble bigrement aux activités de la Gestapo, ça, quand même. Oui, j'allais le dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Un grand nombre de personnes ont d'ailleurs été détenues illégalement directement par des bataillons de volontaires. Et ensuite, une fois que la victime avait avoué, elle était soit immédiatement transférée au SBU, soit, entre guillemets, relâchée dans la rue, où elle était immédiatement cueillie par le SBU, ce qui revenait au même. Et c'est seulement à ce moment-là que la détention était enregistrée, les proches informés, et le détenu informé des charges qui pesaient
contre lui. L'ONU a noté que dans les centres de détention provisoire, les médecins ferment les yeux sur les traces de blessures et d'agressions. Le rapport souligne que l'Ukraine ferme aussi régulièrement les yeux sur les attaques constantes des journalistes par les néo-nazis et les pressions de l'État sur les médias. L'ONU s'est également dite surprise de l'absence de progrès dans l'instruction de l'affaire contre le site Mirodvorets. Et ils ont aussi reproché aux autorités ukrainiennes de ne pas se conformer à la décision de la Cour suprême qui abroge cette résolution discriminatoire du cabinet des ministres sur l'interdiction de verser les retraites à ceux qui ne sont pas enregistrés en tant que personnes déplacées internes. Donc le dernier rapport de l'ONU est quand même pas très bon pour l'Ukraine. Ah ben, il les accumule, hein. Toute cette junte là. Ouais. Alors j'aimerais que on jouait deux pendant ce temps-là à Kiev. Pour le premier, j'aimerais quand même bien que nos auditeurs se rappellent donc, de ce que j'ai décrit plus haut, sur l'état de l'armée ukrainienne, les pièces volées, les machins. Je voudrais aussi rappeler que l'Ukraine s'est cassé la figure quand même dans le classement mondial des armées, qu'elle se trouve désormais à la 30e place. Elle était à la 25e l'an passé et à la 21e il y a 2 ou 3 ans en arrière. Juste quand même pour bien situer le truc avant. Alors, je sais pas si Poroshenko a filé des chocolats magiques aux officiers de l'OTAN, mais c'est possible, je n'exclus pas cette possibilité. Ah oui. Parce qu'on a un major de l'OTAN, un major polonais, Radoslav Krawiecz, qui a sorti, je cite, non, c'est pas une blague. Oui, non, mais t'as raison. Je pense qu'il a reçu, pour tout ce qu'il a dit, il a reçu un stock spécial de chocolat magique, c'est évident. Et pour remercier, il a dit des choses comme celles que tu vas dire, alors justement. Voilà. Donc il a balancé, je cite, « Les Ukrainiens possèdent une expérience de combat unique qui n'a actuellement aucun analogue dans le monde. » Donc après, il explique qu'ils ont observé des exercices, qu'ils ont évalué la compétence dans l'organisation des lieux d'entraînement, l'exactitude de la conduite de l'entraînement, l'examen attentif des questions de sécurité d'une partie du personnel militaire ukrainien. Et il a dit donc qu'il appréciait grandement donc, les efforts des Ukrainiens. Donc il a vu tout ça en exercice tactique du bataillon de l'une des brigades du commandement opérationnel surnommé donc Ouest, Zapad, donc dans le cadre du programme du groupe interarmée Ukraine qui participaient des instructeurs étrangers des membres de l'OTAN. Alors, je pense que ce major doit se mettre en contact avec l'officier israélien là de l'autre fois là qui avait dit qu'il n'avait jamais vu une bande de pignoufs comme ça parce que oui, mais ça. Ou alors le major polonais avait peut-être un petit peu trop bu lors des exercices, il était peut-être plus trop en état de. Dans tous les cas, il faut qu'il soit à jeun, hein, parce que sinon, tu vois, il va continuer de dire des conneries comme ça, en fait. Ouais. Ils seront jamais d'accord avec les Israéliens de ce point de vue, hein. Enfin, lui, en tout cas. Bon, quand je vois que l'armée ukrainienne s'est fait exterminer dans des chaudrons par une milice populaire constituée d'anciens de mineurs, d'ouvriers, enfin de gens qui n'étaient pas franchement des soldats professionnels au départ aguerris. Si eux, ils ont une expérience de combat unique, c'est quoi l'état des armées de l'OTAN? Non mais sérieusement, là, parce que ça fait peur, hein. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, non, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Si un officier honnête, polonais... s'il n'est pas bourré, s'il n'est pas bouffé des chocolats magiques, l'autre, quand il balance que les Ukrainiens ont partagé leur expérience des batailles avec leurs collègues, l'expérience de quoi? De la façon de se faire exterminer dans des chaudrons? Ou alors les chocolats étaient particulièrement chargés en weed. Ah ouais, je sais pas, mais ou en champignons magiques qui venaient de la zone de Tchernobyl, peut-être. Ouais. Porky a lancé sa nouvelle série de chocolats de plus, c'est-à-dire... De plus, voilà, puis ils sont phosphorescents dans le noir, ceux-là, en plus. Ça, t'es sûr de ne pas les perdre. Non, mais sérieusement, puis bon, le SBU est pas mieux loti, c'est mon deuxième point ce temps-là à Kiev, puisque d'après Andrei Portov, qui est député de la Rada, le SBU est dirigé par
le chef le plus stupide de toute son histoire. Ce dernier fait cette déclaration donc après que Poroshenko ait annoncé que la révélation des crimes de Saakashvili et de Savchenko par le SBU sera désormais étudiée et incluse dans les manuels des services secrets ukrainiens. Portov a dit que cela effectivement a bien un risque d'avoir lieu car le SBU a le directeur le plus stupide qu'il n'ait jamais eu de toute son histoire. Donc sous-entendu, il n'y a qu'un directeur débile pour faire un truc aussi délirant. Ce serait pas révéler en fait l'existence de Gaston Lagaffe, hein. On pensait que c'était une bande dessinée, mais finalement, tu vois... Il est peut-être à la tête du SBU en Ukraine, je sais pas. Ouais. Mais bon, voilà donc un petit peu la situation. Non, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais bon, bah, quand je vois le nombre de fois où des soldats ukrainiens se tirent dessus, puis que l'autre il nous dit que les autres respectaient bien les consignes de sécurité... Ouais. Bref. Oui, non, mais c'est ubuesque, hein, je veux dire. Non, mais là, franchement, non, mais chaque site-rep, c'est une description du catalogue d'ineptie C'est un florilège, là, franchement. Enfin, je veux dire, entre le coup, il y a quelques semaines en arrière, donc, de cet officier israélien qui dit les mecs, c'est tous des bus, c'est des cons, j'ai jamais vu ça, leurs généraux, c'est des abrutis. Et l'autre qui dit, ils sont super, ils ont une expérience du combat unique au monde. L'expérience de la raclée, oui. Une expérience de la raclée, ouais, c'est ça, quoi. C'est bon, ça, c'est son ton. Ou alors c'était très ironique et le journaliste qui a pris la citation n'a pas relevé, mais enfin, je sais pas, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà la situation, elle est mauvaise, clairement. Je pense que cette trêve de Pâques, elle va pas tenir du tout. Je le sens pas là, je le sens pas du tout. C'est tout sur fond d'hystérie là, avec l'affaire Skripal où la fille se réveille miraculeusement. Ça m'a fait un peu halluciner aussi. Oui. Pour un neurotoxique extrêmement dangereux, soi-disant combien 6 à 8 fois plus puissant que le gaz VX. Ouais. Le gaz VX, si tu t'injectes pas de l'atropine dans les secondes qui suivent, t'es mort. Le gaz VX, le Novichok, donc déjà le gaz VX avec 10 mg, t'injectes 10 mg à un groupe de personnes, tu les mets en contact avec 10 mg de VX, t'en as à peu près la moitié déjà qui crèvent. 10 mg. Parce que c'est tout petit, 10 mg. Donc ça c'est le VX. Le Novichok, donc qui est censé être le gaz avoir été utilisé, avec 2 grammes. Avec 2 grammes, tu tues 500 personnes. Oui. Et le simple contact physique, c'est pour ça d'ailleurs que les vidéos qui ont été tournées par les casques blancs à Rancheroun au mois d'avril 2017 étaient une vaste blague. C'est qu'ils prenaient les gens, les soi-disant victimes, avec les mains nues. Or, toute personne connaissant les gaz, tout ce qui est gaz neurotoxique, ça passe par la peau. Voilà, donc c'est des microgrammes. De te le faire injecter, tu es en contact par la peau, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, tu as quelques secondes pour t'injecter de l'atropine, ou te faire injecter de l'atropine, faute de quoi, en fait, tu meurs. Hein. Ça va très très vite. Ça bloque et le tout. Novichok, et le Novichok, je dis, avec 2 grammes, tu tues 500 personnes. Donc en fait, il faut une dose de quelques milligrammes, de 8 milligrammes. Avec 8 milligrammes, tu tues quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est plus violent, plus létal, 4, c'est très difficile. 4 mg. 4 mg, tu tues quelqu'un. C'est sûr de le tuer. 4 mg, c'est rien du tout. Ouais. Surtout pour un gaz. Donc, je veux dire, c'est là qu'on se rend compte, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si réellement le Novichok avait été utilisé contre eux, on n'aurait pas eu 3 personnes dans le coma, on aurait eu plusieurs dizaines de morts. C'est surtout qu'ils sont passés dans un restaurant, dans un bar. Ils sont pas loin d'un centre commercial, je veux dire, c'est n'importe quoi. En plus, on te dit qu'à un moment, en plus ça change sans arrêt. Donc un coup c'était dans sa valise, un coup c'était sur la porte, un coup c'était sur le banc, un coup c'était peut-être au restaurant. Enfin bon, on sait pas. Là, la fille s'est réveillée, ils disent qu'elle parle. À mon avis, elle s'est tapé une bonne intoxication alimentaire parce que le poisson n'était pas frais au restaurant, quoi. Oui.
Oui, c'est beaucoup Dire, plus probable, oui. faut arrêter les conneries. Je veux dire, là, tu commences à avoir des voix qui s'élèvent en Grande-Bretagne pour dire, ouais, faudrait peut-être un peu étayer votre truc là, parce que ça tient pas trop la route. Ah mais le pire, c'est que y a plus- maintenant, on est dans une surenchère qui s'alimente d'elle-même, puisque tout dernièrement, la diplomatie russe a demandé expressément à un certain nombre de politiciens anglais des précisions sur un projet d'attaque cybernétique contre la Russie, en Non, mais- réponse Et à... puis, donc, suite aux expulsions de diplomates russes, donc les Russes ont expulsé autant de diplomates des pays qui avaient sévi contre la Russie. Ouais. Bon, moi j'ai vu en plus le PowerPoint qui a servi à étayer ces conneries côté Grande-Bretagne. Enfin bon, c'est du délire à l'état pur. Donc là, c'est vraiment de l'hystérie totale côté occidental. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. Enfin, les enfants faut descendre sur terre, quoi. Alors, Allô, là, ça devient n'importe nawak, quoi. Là, on plane complètement, et je sais, il serait vraiment temps que les gens en Europe se réveillent, quoi. Vous êtes dirigés par des gens qui pètent des crises d'hystérie. C'est de l'hystérie, là. Hein. Il y en a un bon paquet des politiciens européens qui sont mûrs pour être envoyés à l'asile. Avec camisole de force, puis petite bouboule rose pour les calmer, là. Hein. Parce que c'est le problème, c'est qu'on est, on est au bord d'une conflagration généralisée. Il faut. Oui, parce que la Theresa May, donc la première ministre britannique, a dit qu'elle était prête à aller jusqu'à de la riposte militaire contre la Russie. Mais chérie, t'as envie que ton île soit transformée en parking vitrifié géant phosphorescent dans le noir? Enfin, pauvre conne, excusez-moi, je suis vulgaire, mais enfin, t'as vraiment envie de lui dire, chérie, t'es sûr que t'as envie de défier la deuxième armée au monde qui dispose de l'arsenal nucléaire le plus puissant au monde? T'es sûr? C'est-à-dire que ça arrive. Les Britanniques sont portés sur le suicide, soit. Ça arrive au moment où il est constaté, et les Russes le constatent, hein, l'état-major russe le constate, c'est que les Américains sont en train d'acheminer de l'équipement lourd du côté de la base illégale américaine d'Al-Temf en Syrie. Et puis dans le même temps, leurs petits rebelles là, se sont fait ratatiner dans la Ghouta orientale. Ah bah oui. Donc c'est comme avec Alep, c'est nouveau caca nerveux à Hockey Coral. Enfin là, faut arrêter. Je veux dire, moi quand je vois la crise d'hystérie de la première ministre, moi je serais les Britanniques, j'aurais exigé sa démission immédiate et son envoi en asile psy, quoi. Je veux dire, Boris Johnson, pas mieux. Je veux dire, à un moment, les enfants, vous traitez pas avec la Somalie, là, vous traitez avec la deuxième puissance mondiale en termes d'armement et le pays qui a le plus de têtes nucléaires. Allô, faut peut-être un peu arrêter les conneries, 5 secondes, descendre sur terre. Si vraiment Poutine était le tiers du quart de ce que vous décriviez, Londres aurait été rasé et vitrifié depuis belle lurette, hein, sans parler de Washington et les autres capitales des valets, des vassaux des États-Unis. Arrêtez vos conneries, là. Vous êtes en train de jouer avec un holocauste nucléaire. Arrêtez les conneries 5 minutes. Ouais, mais voilà, là, vous jouez pas avec la Somalie, vous jouez pas avec l'Éthiopie, c'est pas le Mali, hein. La Russie, c'est pas le Mali, c'est pas le Yémen, c'est pas le Honduras. Hein, redescendez sur Terre 5 minutes, là. Arrêtez de vous prendre pour Dieu. Et récupérez juste 2 neurones et 3 onces de bon sens. Ça serait gentil. Parce que on n'a pas tous envie de crever dans un holocauste nucléaire à cause de vos âneries. Hein. Vous êtes mignons, mais si vous avez envie de vous suicider, vous faites ça tout seul, sans nous. Voilà. Donc voilà. Donc la situation, je pense qu'on va continuer vers une escalade entre le redout, là on aura peut-être un calme là, peut-être aujourd'hui et demain. Parce que peut-être que les Ukrainiens qui sont alignés sur le calendrier européen vont fêter Pâques là. Nous, c'est normalement le dimanche d'après pour les orthodoxes, mais je suis pas très optimiste. Je pense que ça va pas tenir du tout et je pense qu'on va arriver assez vite vers une grosse escalade de la situation, une reprise des hostilités à grosse échelle et ça c'est mauvais. Je pense pas qu'ils arriveront peut-être à faire une offensive parce que l'état de leur armée est tellement catastrophique.
Par contre, ils peuvent provoquer un gros bain de sang pour essayer de pousser la Russie à intervenir. Pour ça, il leur suffit de quelques bataillons néo-nazis, des pièces d'artillerie. Ils n'ont même pas besoin de passer à l'attaque. Il leur suffit tout simplement de bombarder les zones civiles de manière extrêmement lourde. Ça, c'est ma grosse crainte, je l'avoue. Ou alors, ils arrivent peut-être à lancer une offensive ou deux localisée. Mais je pense que ça va être assez dur quand même pour eux, sans faire face à de très grosses pertes, alors que leurs unités sont déjà en sous-effectif. Je pense que ça va être difficile, mais bon, on sait jamais, je me méfie, hein, avec les salopards, tout est possible. Donc situation à surveiller très très près. J'encourage nos auditeurs à nous suivre sur Contact et surtout sur Telegram, où j'essaie autant de faire ce peu, enfin en tout cas quand je suis connecté, de relayer en temps réel les annonces de bombardement qui nous sont transmises par les autorités de la RPD. Donc si vous voulez vraiment de l'info en temps réel, être sûr de pas rater l'information quand il y a des bombardements, en tout cas l'avoir en français, suivez-nous sur Telegram, on remettra le lien dans la description de la vidéo et dans l'article. Vraiment, justement, ça ne vous coûte rien, vous pouvez le faire depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, c'est gratuit, c'est facile, il vous suffit d'un numéro de GSM pour simplement valider que c'est bien vous, et vous pouvez l'installer même sur votre ordinateur si vous n'avez pas de smartphone, mais que vous voulez pouvoir suivre ça sur votre ordinateur, vous pouvez le faire. Donc ne vous en privez pas, ça serait idiot. Vous êtes sûr de recevoir nos articles, donc les annonces de bombardement en temps réel, les rapports quotidiens du nombre de violations du cessez-le-feu, de munitions tirées, les photos, informations en avant-première de certains reportages sur le front de missions humanitaires. Donc vraiment, si vous voulez avoir tout ça, tous ces petits avantages, c'est très simple, il vous suffit de nous suivre sur Telegram. Voilà. D'ailleurs, je précise que pratiquement systématiquement, il y a de nombreuses coordonnées qui permettent à ceux qui nous écoutent de te joindre, que ce soit pour des dons, pour Telegram, pour consulter le compte Vcontact d'ONI, etc., etc. Donc tout y est déjà. On est joignable sur bon nombre de plateformes, Facebook, Contact, donc Telegram, on est donc aussi bien sûr sur YouTube, etc. Donc vous avez plein de moyens de nous contacter par messagerie privée, etc. Donc vraiment ne vous en privez pas. On est en train de relancer des missions humanitaires assez importantes en ce moment. Donc vraiment n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y participer. On risque, s'il y a une reprise des hostilités, bientôt on va avoir besoin d'avoir de quoi fournir de l'aide humanitaire à de plus en plus de gens. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin d'aide. Donc on a besoin de vous pour pouvoir mener ces missions humanitaires, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je te dis, j'espère seulement à la semaine prochaine, et j'espère vraiment qu'ils vont se calmer au moins pour quelques jours, parce que là pour l'instant c'était plutôt mal parti. Ok, en tout cas merci à nouveau Christelle pour tout ce que tu nous offres en information. Alors à samedi prochain. À samedi prochain, bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.